Ça va, écoute. La caméra, ce sera mieux. C'est comme tu souhaites. Moi, j'ai pris l'habitude de la mettre. Il faut bien montrer sa tête un petit peu. Il faut. Surtout quand on fait des vidéos, c'est un peu mieux. Ça aide un peu, c'est vrai. Bon, toi, ça se passe bien tes vidéos là en ce moment? C'est le début. C'est le début? Ouais, clairement, ça fait pas longtemps que je fais ça et c'est encore bizarre. Clairement, je maîtrise pas tout, mais tu sais, c'est le genre de truc où faut te lancer, faut faire et tu verras les détails après. Si tu regardes Mm. trop les détails, tu fais jamais rien. Donc, Bah, c'est sûr. Non, après, en plus, toi, t'as une bonne niche, entre guillemets. Après, je sais pas trop comment ça marche, parce que du coup, c'est quoi? Tu fais juste des bilans à distance ou c'est. pas forcément que des bilans. Là, tu vois, je suis une meuf qui fait du volley. Elle joue en M3 et elle s'est fait mal. Elle avait déjà un kiné à la base, mais son kiné s'est dit ouais, c'est bon, dans 3 semaines ça ira et tout. Bon, au final, si elle n'est pas suivie pour sa blessure, elle risque de se reblesser. C'est un type de blessure où tu as beaucoup de récidives. Mm. Et donc, je discutais un peu avec elle, parce que moi, je me suis fait la même blessure au volley aussi. Donc, j'étais Ouais. là, waouh, je comprends. Et on discute et tout. Et après, je me rends compte que, en gros, elle va pas avoir de rééducation spécifique à ça. Je lui dis, bah, c'est chaud parce que tu risques vraiment de te blesser. Et donc, là, je lui propose tout un suivi. C'est pas juste un bilan. On essaie de Mm. comprendre la cause. On essaie de comprendre un peu la cause et pourquoi c'est arrivé, mais comment retourner sur le terrain plus ou moins le plus rapidement et en fonction de ses objectifs. Là, tu vois, elle reprend la compétition. Elle a fait son premier match dimanche dernier. Elle fait le match important dimanche là. C'est pas encore à 100%, mais si elle avait pas du tout été suivie, elle aurait soit pas du tout fait les matchs par peur de Mm. se blesser, soit elle aurait fait un peu à moitié, mais sans être sûre, ou alors elle se serait reblessée. Enfin bon, tu vois, là, c'est entre les Mm. deux. Alors que, vu que je la suis et à distance, parce que clairement, on s'est jamais vu à part en visio, Bah oui. bah, du coup, dès qu'elle a des doutes, des questions, elle m'en parle, on essaie de faire la part des choses. Est-ce que elle prend un gros risque ou pas? Et puis, ensuite, on prend une décision et on fait quoi. Mm. Ok. Donc, pour répondre plus simplement à ta question, je fais des bilans où le but c'est d'essayer de comprendre d'où vient la problématique, ce qu'on fait généralement sur la première séance de kiné. Et ensuite, on fait un plan de traitement. Donc, le problème c'est ça, ça, ça. Bah, du coup, la solution ça va être ça, ça, ça. Et comment est-ce qu'on l'applique? Et là, ça ressemble plus à pas de la prépa physique, mais tu vois, dans le programme que je vais construire, ça va ressembler à des choses qu'on peut faire en prépa physique où le but c'est Ok. que les gens ils soient autonomes. C'est pas moi qui suis là derrière à les regarder faire. Bah, mais c'est bien, mais parce qu'en fait, tu vois, genre, nous, on a l'habitude d'aller voir des kinés bah, en présentiel, etc. Mais au final, si c'est vrai que ça peut marcher à distance si tu parles avec des gens qui sont entre guillemets bien informés, etc. Tu vas faire des exercices à la maison, c'est pas compliqué, même si Ouais. c'est recommandé. En fait, là pour le coup, c'est ce que je vois moi dans ma pratique. Je me suis pas mal formée sur les épaules, c'est ça que je maîtrise le plus. Et plus je donnais des rendez-vous rapprochés aux patients, le moins ils font à la maison parce qu'ils sont là, ah, dans 2 jours, je vais chez le kiné, c'est bon, je fais pas. Tu vois, il y a un peu, pas désintéressé, mais moins motivé, moins dedans. Alors que quand je dis non, mais on se revoit dans 2 semaines, maintenant c'est à vous de bosser, si vous faites pas, il va pas y avoir de résultat. Et là, tu as deux profils de gens. Les gens qui l'ont fait et qui sont là, ah ouais, ça a vachement bien marché. Et du coup, je les vois 2, 3 fois et après, c'est bon, c'est fini. Ils ont compris le truc et voilà, pas de souci. Et ceux qui l'ont pas fait, qui disent, ah bah ouais, c'est toujours pareil. Il y a peut-être un truc à faire, quoi. Ouais. Mais du coup, il y a un peu quand tu as bien expliqué la cause, tu vois, tu as bien trouvé le problème, pourquoi il y a la douleur, pourquoi il y a une blessure, que du coup, le traitement qui devrait aider, c'est tel traitement, bah, les gens, ils le mettent en place. Hein. C'est tout bête. Tu sais que si tu veux sauter plus haut, il faut que tu travailles tes squats et tes cleans. Bah, tu fais des squats et tes cleans et tu sautes Bah, plus haut. oui, Et tout oui, simple. c'est ça. Il faut absolument que, enfin, en fait, il faut mettre sa part des choses aussi en valeur, quoi. Et les gens ne le Ouais. font pas assez, je pense. Tu vois, même si tu prends un préparateur, un coach pour sauter plus haut, si tu les fais pas toi-même, tes squats, tu vas pas Bah, sauter c'est plus haut. ça. Mm. Le programme compte, mais le fait d'être autonome, ça compte aussi. Et du coup, tu sais, bah, entre les gens qui bossent beaucoup, qui ont des déplacements et tout, j'avais une patiente, elle faisait du cirque, et elle, je la voyais pendant 2, 3 semaines, elle était en France, et ensuite elle partait en Turquie, à Dubaï, je sais pas où, dans les stations de ski et tout. Donc, j'avais pas longtemps pour la voir, et il fallait qu'en quelques séances, on fasse le bilan, qu'on fasse le plan de traitement, et après, je la voyais plus, et elle faisait sa vie dans le Ouais. monde. Et donc, pour certaines personnes, on se rend compte qu'ils sont capables de faire très bien à la maison et puis on communique maintenant, enfin on a plein d'outils.
Et en fait, ça marche bien, quoi. Les gens ont compris si c'était clair et tout, et c'est assez efficace. Ok. Et par contre, pour faire le suivi, toi, t'as pas besoin de voir concrètement, t'as juste besoin d'écouter les ressentis du coup. Alors, voir, disons que la plupart du temps, on fait en visio quand même. La partie visuelle, ça aide beaucoup. Bah oui, c'est sûr. Après, toucher, on va dire que c'est ça que tu n'as vraiment pas. C'est plus compliqué dans certains cas. Pour l'épaule, il y a quelques petits trucs que tu peux pas trop voir, enfin, du coup, toucher, sentir. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des tests que toi, tu peux te faire toi-même. Tu vois, je t'envoie une vidéo de comment je l'ai fait moi ou comment quelqu'un d'autre sur Internet le fait. Et puis, tu trouves comment le faire toi-même aussi. Des fois, il faut adapter et tout un peu. Disons que la contrainte la plus grande, c'est quand on est avec des gens qui n'ont pas l'habitude de visio, du téléphone et tout. Donc, à partir d'un certain âge, c'est plus compliqué. Donc, on peut pas proposer ça à tout le monde. Mais généralement, tu vois, une des personnes les plus âgées, elle a presque 60 ans, elle a compris avec son téléphone et tout. On fait pas des trucs super compliqués. Le programme, je fais pas sur une appli et tout. On va faire simple. Mais dans l'idée, ça marche bien, tu vois. Et je l'ai vu que 2-3 fois au cabinet. Le reste, on l'a fait en visio. Et en fait, elle est autonome. Son truc, ça prend du temps. On sait que ça va prendre du temps et ça évolue bien, mais à son rythme. Ok. Bah en vrai, trop bien. Mm. C'est parfait. Bon bah du coup, on va pouvoir commencer le truc. Et je voulais commencer avec les présentations. Mais du coup, bah, ça rentrait un petit peu dedans. Ouais, Et, carrément. plus spécifiquement, parce que je sais pas si on peut le faire. Enfin, moi, je trouverais ça intéressant, tu vois, que je poste carrément après voir ce qu'on raconte dedans, s'il y a des trucs qu'on doit couper, etc. Mais qu'on poste carrément, tu vois, toute l'interview sur YouTube. Comme ça, si les gens ils veulent se taper un format long de ce truc-là, bah, ils peuvent. Euh, Ok. après, ça, c'est à toi de voir, tu me dis. Ouais, parce que j'ai pas spécialement de chaîne YouTube, mais après, si t'en as une, ça me dérange pas. Après, moi, j'en ai une, et ouais, du coup, tu Ok. vois, tu pourras rediriger. Tu vois, si par exemple, il y a des gens qui ont des questions, tu vois, sur quitter ou des trucs comme ça, bah, au moins, tu vois, ça répond Ok. directement au truc. Enfin, ça peut être intéressant. Mais du coup, bah, qui es-tu? Je m'appelle Julie, je suis kiné. J'exerce dans le sud de la France et là où je me suis le plus spécialisée, c'est pour traiter les problématiques d'épaule. Et du coup, en ce moment, j'essaie de proposer des choses qui sortent du cadre du cabinet. Et donc, c'est des suivis, des bilans et des accompagnements à distance pour des gens qui sont prêts à faire le travail chez eux ou alors qui ont justement des contraintes qui ne peuvent pas venir au cabinet ou qui changent beaucoup d'endroits. Après, je fais du volley aussi de mon côté, pas à un grand niveau. Je suis petite en plus, là, tu verras pas, pas grande. Donc, quand je dis à mes patients que je fais du volley, ils ont un petit regard un peu Eh, étonné. la taille ne fait pas tout chez les joueurs de volley. Ouais. Après, bon, ça Ça aide un peu, ça aide un peu, mais ouais, ouais. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, hein. Si ça faisait tout, j'en ferais pas non plus, je pense. Mais ouais, du coup, je suis à la fédération qu'on pratique, c'est vraiment très amateur. C'est des compétitions pour s'amuser le soir entre 20h et 22h et il y a l'apéro après. Donc, c'est pas du gros niveau, mais c'est un niveau qui me va bien. Et du coup, je suis plutôt sur des postes de réception. On joue beaucoup en 4 contre 4, donc t'as pas vraiment de libéraux. Celui qui est plutôt à l'arrière sur le terrain, et son rôle, ça va être la réception, mais il peut aussi attaquer au centre. Pareil, il n'y a pas de ligne des 3 mètres et tout. Enfin, à 4, en tout cas, dans la fédération que je fais, c'est très simple. Du coup, on peut quand même s'amuser, même si on n'a pas un ouais. très bon niveau et tout. C'est un peu moins compliqué sur les placements et tout aussi. C'est plus fun. Ok. Et par rapport à ton activité, du coup, toi, tu fais pas que du volley, tu Non, fais non, quoi bien sûr, non, non, c'est tout le monde qui vient me voir. Au cabinet, on est plutôt spécialisé vers le sport. En tout cas, la patientèle est plutôt active, même si on n'a pas que ça, hein. J'ai aussi mes petits papis, mamies qui viennent pour se remettre en forme. Mais on n'a pas des cas plus complexes, tu vois, des pathologies neuro-respiratoires, cardio. Là, on est un peu moins formé, on est un peu plus sur tout ce qui est muscles, articulations, tendons, ce genre de choses. Ok, ok, ça marche. Et bah, du coup, moi, par rapport à cette interview-là, moi, j'ai parlé pas mal de volley. Du coup, tu as dit que tu avais déjà rencontré une joueuse de volley, tu en as déjà rencontré d'autres aussi? Ouais, amateur, tu vois, en ce moment j'ai un patient, il joue dans le village où j'exerce et il s'est blessé, donc on fait sa rééducation. Mais c'est des niveaux pareils, plutôt amateurs. Lui, il n'est pas dans la même ligue que moi, Hmm. mais c'est du niveau très très local pour l'instant.
temps en temps, on a des sportifs un peu plus haut niveau, mais il n'y a pas que ça, quoi. On a un peu des joueurs du dimanche. J'ai eu des patients de mon club aussi, c'est pareil, c'est du deuxième année de volley, ça touche un peu la balle, à des gens qui ont d'expérience. En ce moment, j'ai un ex-volleyeur, on va dire, il commence à être un peu âgé, des blessures qui font que maintenant les genoux sont fatigués, et donc il fait plus volley, mais on parle quand même volley parce que lui, c'était son sport, quoi. Donc il y a un peu de tous les niveaux, tous les âges, voilà, tous les profils. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, du coup, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entraîneur de volley à Cholet. Du coup, ça, c'est dans l'ouest de la France. Je fais du volley depuis 5 ans. Je joue aussi. Du coup, je joue cette saison, je l'ai fait en pré-national. Je me suis blessé au ménisque. Du coup, c'est pour ça que je t'avais envoyé ce message. C'est parce que bah, quand j'ai vu qu'une nouvelle kiné commençait à faire des vidéos, je trouvais ça hyper marrant, surtout dans la situation où j'étais actuellement. Donc, c'était là aussi le but de l'interview. C'était du coup bah, savoir un peu comment ça se passait, les rééducations, si tu avais beaucoup de volleyeurs, etc. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on en parle. Donc voilà, moi je suis joueur et entraîneur de volley et mon but c'est de partager aux gens cette passion-là. J'ai pas un profil très très volleyeur, on va dire. À la base, je fais 1m76, du coup moi aussi je suis petit pour jouer. Petit. Et mais voilà, tu vois, j'ai réussi à jouer en pré-national. L'année prochaine, on aura peut-être l'occasion de jouer en National 3. Si je continue dans cette équipe-là, du coup, ça veut dire que même avec ma taille, on peut jouer en National Ouais, 3. carrément. C'est des trucs que j'ai envie de partager. J'ai commencé tard aussi. Tard, entre grosses guillemets, j'ai commencé à 19 ans. Mais ça m'a pas empêché de travailler, de trouver des méthodes, etc. pour progresser. Et c'est ces trucs-là que j'ai envie de proposer, moi, surtout aux gens. Pour pas qu'ils s'arrêtent trop tôt, pour pas qu'ils se disent que bah, qu'ils ont pas le droit parce qu'ils sont trop vieux ou quoi. Enfin voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et du coup, bah, là, je vais essayer de te retrouver les questions parce que là, j'arrive pas à me connecter. Ouais, on avait une bonne liste là. Bah, Ouais. sinon, je les ai, c'est peut-être mieux si c'est toi qui poses les questions, mais. Bah, je voulais en fait commencer par les questions générales en te les posant, mais c'est vrai que du coup, si je les ai pas, ça va être un peu compliqué. Mais normalement, je devrais les retrouver dans pas si longtemps. Voilà, c'est mieux. Euh, Bah, au pire, on va commencer simple. Pendant que j'ai cherché les trucs, je vais te Ok, demander, t'inquiète. c'est quoi la kinésithérapie du coup? Alors, la kiné, c'est plus ou moins littéralement la thérapie par le mouvement. Ça veut dire que on va soigner des blessures, des douleurs, mais pas que. Ça peut être aussi des qualités physiques qui sont en diminution, l'endurance, la force, l'équilibre. On a un peu tous les profils, la mobilité même aussi. Et donc, en fonction des déficits qu'on voit, ou de la douleur, de la blessure, hein, on traite ça et on traite avec principalement du mouvement. C'est des exercices qui vont être le traitement principal, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la thérapie manuelle, massage entre guillemets, on fait des straps, des tapes, ça, c'est assez divers. Et généralement, sur les fins de rééducation, ça se rapproche un petit peu de la préparation physique quand on va dans le milieu du sport, où le but, c'est pas juste, OK, la blessure, elle est guérie, on est capable de faire des choses normales. Non, non, on va jusqu'à être capable de refaire toutes les contraintes qu'on trouve dans le sport. C'est généralement là-dedans qu'on va plutôt qualifier les kinés du sport, c'est que on va chevaucher un petit peu sur la préparation physique pour que quand le joueur reprenne son activité, donc l'entraînement, les matchs et la compétition vraiment à haut niveau, bah, qu'il soit au top de quand c'était avant la blessure, par exemple. Ouais, que le corps soit pas choqué de reprendre en fait. Ouais, parce que du coup, c'est là où il y a des risques de récidive. Toutes les blessures, la plupart du temps, le facteur qui va faire que tu es plus à risque de récidive, c'est que tu t'es déjà blessé sur cette blessure. Et du coup, forcément, une fois que tu t'es blessé une fois, on a envie de retourner au taquet, sinon tu vas trop blesser, et là, on peut pas continuer. Euh, et est-ce que est-ce que ça concerne principalement les muscles ou ça peut aussi concerner du coup tout ce qui Mmh. est articulation, os, tout ça? Ouais, je dirais le muscle, c'est pas celui qui se blesse le plus souvent. Et pour identifier un petit peu pour les gens qui sont pas à fond au niveau anatomie, le muscle, ça va être le steak, le bout de viande bien saignant, bien rouge.
Et après le muscle, on a le tendon. Le tendon, c'est plutôt la partie élastique sur le steak, c'est le petit bout blanc caoutchouteux. Ça, c'est pas très vascularisé, il n'y a pas beaucoup de sang. Et après, des choses qu'on ne verra pas sur un bout de viande, ce serait l'articulation et les ligaments. Les ligaments, c'est ce qui tiennent deux os entre eux. C'est plus comme une corde que comme un élastique. Donc, c'est un peu plus rigide. Et donc, globalement, les blessures ou les douleurs, c'est de là que ça vient. C'est soit du muscle, soit du tendon, soit du ligament, soit de l'articulation. Et après, il y a des choses différentes dans les articulations qui peuvent faire mal. Le ménisque, c'est un bon exemple. Il y a des bourses autour des articulations qui peuvent faire mal, ce genre de choses. Et après, dans certains cas, tu as les nerfs qui peuvent faire mal. Des fois, en fonction des gens, des opérations qu'ils ont eues, ça peut être la peau, une cicatrice qui a adhéré, on appelle ça, qui reste un petit peu collée, un peu trop rigide, qui n'a pas retrouvé ses qualités de souplesse. Du coup, c'est la peau qui peut venir gérer. Donc, ça, c'est un peu plus rare, on va dire. C'est plus rare qu'on ait vraiment à traiter un nerf ou la peau, mais ça arrive. Et je dirais, la plupart du temps, tendon, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est pas une blessure. Une douleur au tendon, c'est plutôt une tendinopathie. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. T'as fait un peu trop rapide ta reprise après les vacances de Noël. T'as fait plein de sauts alors que ça faisait 2 semaines que tu faisais plus rien. Tu vas pas te faire mal sur le moment. Sur le moment, tu vas être bien. Et le lendemain, et puis au bout de 3-4 entraînements, ton tendon au genou, il va faire mal, ou t'as enchaîné trop de services, c'est l'épaule qui va faire mal. Et ensuite, des blessures qui sont plus traumatiques, on dit. Ça, c'est je suis tombée, ma cheville elle a tourné, ça c'est les ligaments. Et donc là, c'est plutôt des entorses. Donc ça, c'est un peu les types de blessures qu'on a. Ok, ça marche. Quand est-ce qu'on a besoin d'un kiné? Alors, c'est un peu ce que je disais. Ça peut être une douleur et une blessure. Ça, c'est le cas un peu typique, surtout quand on fait du sport. Ça peut être effectivement traumatique. La cheville, elle est partie, le genou est parti, je me suis pris un coup quelque part, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est traumatique. Ça peut être aussi une douleur qui vient avec le temps. Donc là, on reste dans le cas de... c'est la douleur qui nous donne ce signal-là. Mais ça peut aussi être juste une perte des capacités physiques. Tu vois, il y a des personnes âgées, elles viennent nous voir, elles sont pas blessées, mais elles perdent d'équilibre, elles perdent de la force, des choses comme ça. Après, souvent, c'est un peu lié. Tu vois, si tu te fais une tendinopathie à l'épaule ou n'importe où, peut-être que finalement, la douleur, elle est présente au niveau du tendon, mais c'est parce que le muscle et le tendon n'étaient pas assez forts. Donc, on finit par traiter aussi un petit peu les muscles. Mais donc, c'est pas obligé d'être de la douleur qu'on va traiter. La majorité des cas, c'est de la douleur. Hein. C'est rare que quelqu'un vienne nous voir. Je pense que je suis pas assez musclé de tel endroit, je risque de me faire mal, donc je vais faire ça. C'est quand même très, très rare. Ça arrive de temps en temps, des gens qui sont très connectés à leur corps et qui sentent un petit peu les points de faiblesse. Mais la plupart du temps, la douleur, elle est déjà là, ou la blessure, elle vient d'arriver. Et bon, trop tard, maintenant, on règle le problème et on essaie d'éviter que ça revienne. Ok, ça marche. Du coup, et pour toi, c'est quand il y a... Enfin, ce que je veux dire, c'est à quel moment on va voir le kiné, c'est est-ce que, par exemple, je me suis tordu la cheville, je sens que ça fait mal, mais je peux continuer, est-ce que là, je vais en voir un? Ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Est-ce qu'il y a un signal qui me dit, là, il faudrait que j'aille? Ok. Je dirais, globalement, tu as un peu un doute, vaut mieux aller consulter. Tu vois, ta cheville, elle est un peu partie à l'entraînement, le lendemain matin, t'as mal, c'est un peu gonflé, ça peut valoir le coup. Donc, les critères, ça va être l'intensité de la douleur. Tu vois, sur le moment, ce que tu as ressenti. Tu as eu très, très mal, même si tu peux marcher et tout après, ça vaut peut-être le coup. Tu as la durée. Effectivement, si la douleur, elle dure plus que l'entraînement, tu l'as le lendemain et puis ça dure encore un jour après, là, c'est peut-être qu'il y a un truc aussi. Et après, c'est peut-être une question de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que des fois, tu peux avoir une douleur qui est pas très intense, qui va pas forcément durer très longtemps. Mais en fait, tu t'es abîmé quelque chose de plus compliqué qu'il faudrait peut-être aller checker, sinon tu vas te blesser plus loin. C'est un peu plus rare, mais des fois, ça vaut le coup, même si la douleur est pas très intense et ça dure pas très longtemps. En fonction du contexte, on peut se dire, j'ai peut-être fait un truc mal. C'est peut-être le ménisque qui s'est fissuré à tel impact. Tu l'as senti un petit peu, tu as pu courir et tout après, mais au fur et à mesure des jours, tu as encore un petit peu une douleur qui traîne. C'est pas très intense, ça dure pas très longtemps, mais depuis tu as ce petit truc-là, là pareil, c'est un genre de contexte où tu pourrais aller consulter. Ouais, dans un cadre préventif, ça reste quand même intéressant.
ça peut être préventif, mais ça peut être du soin aussi. Tu vois, cet exemple du ménisque, tu peux le sentir à un moment, de dire, ah bah tiens, il y a un truc qui m'a dérangé sur le moment, et en fait, tu as l'impression que c'est pas problématique, mais sur le long terme, ça va devenir problématique au fur et à mesure. Ok, ok, ça marche. Euh, alors, entre ceux qui se blessent régulièrement et ceux qui se blessent du coup pas du tout, Ok. c'est quoi la plus grosse différence selon toi? Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'il y a quelqu'un qui va se blesser plus que d'autres? ouais. C'est difficile de citer un truc parce que c'est plein de petites choses la plupart du temps. S'il y avait une solution miracle, on la connaîtrait depuis le temps. Euh, Il y a peut-être trois axes. Il y a l'entraînement, tu vois ce que tu fais à l'entraînement, est-ce que c'est progressif, est-ce que tu es régulier, ce genre de choses. Il y a ta récupération. Tu peux être très régulier, faire tout progressivement, mais en fait, tu dors jamais, tu te donnes pas le temps de récupérer, bah finalement, tu vas te blesser. Et il y a tout ce que tu fais un peu en plus, on va plutôt dire renforcement. Et c'est pas que aller à la salle et forcer, ça peut être des fois faire d'autres activités. Au volley, on en a pas mal qui font du tennis ou d'autres sports aussi à côté. Tennis est fréquent, c'est assez ressemblant. Et le fait de faire une activité différente, bah, ça va te renforcer d'autres manières. En fait, ça va éviter que ton corps il soit dans des routines et il se laisse un petit peu aller sur certaines choses et il est toujours en train de s'adapter, de se remettre à niveau, ce genre de choses. Donc, je dirais que ça, c'est trois choses assez importantes. Et le mieux, c'est de les avoir les trois, mais des fois, il en manque une. Les gens qui travaillent de nuit et qui ont des horaires décalés tout le temps, la qualité de sommeil, elle va jamais être bonne, tu vois, en journée. Avec la luminosité, c'est difficile de dormir, t'es un peu décalé dans ta journée. Et donc, même si ils font tout bien comme il faut et tout, bah, le risque de blessure, il augmente un petit peu plus. Et après, effectivement, il y a ceux où ils font en théorie tout ce qu'il faut et tu te rends compte que au niveau de la nutrition, c'est pas terrible. Puis il y a un petit peu d'alcool assez régulièrement, puis ça fume un petit peu aussi. Et là, du coup, on commence à arriver dans d'autres phénomènes qui font que le corps, biologiquement, on va dire, il a du mal à récupérer parce il a d'autres choses à éliminer, l'alcool, le tabac, par exemple. Et ça non plus, ça aide pas. C'est pas que ça va provoquer une douleur directement, hein. J'avais un de mes coéquipiers, il mangeait n'importe quoi, il dormait pas bien et tout. Et il était, enfin, bon, il s'est beaucoup blessé dernièrement. Donc, il y a peut-être un moment, mais il dit, pour son âge, ce qu'il fait, comment il vit, mais comment ça se fait qu'il soit, il a l'air bien en forme, quoi. Mais Mm. bon, c'est ça, il a eu quelques blessures quand même. C'est des trucs qui viennent plus tard peut-être, quand il y en a qui ont la chance de vivre sans blessure pendant tout un moment. C'est vrai, c'est vrai. Après, tu as des exceptions dans tout, hein. Bah, On connaît tous le papy à 90 ans qui fume 3 cigares par jour et tout, et et qui qui a peut pas été. encore bouger, qui peut grimper dans les arbres et tout. Non, c'est sûr. Mm. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même chance, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui sont hyper importantes pour éviter de se blesser. Après, bah, c'est vrai qu'on n'est pas du tout protégé quand on regarde les sportifs professionnels. Ils sont tout autant blessés que nous. Il y en a plein qui subissent plein de blessures alors qu'ils sont bien mieux suivis que certains. Ouais. Et du coup, ouais, c'est quelque chose d'hyper important, je pense. C'est intéressant ce que tu mets là, parce que des fois, les patients ils nous en parlent du sport à ce niveau-là, professionnel, où tu peux vraiment tout optimiser. Là, la récupération, elle devrait être impeccable. Puis maintenant, tu vois, dans le sport de haut niveau, c'est beaucoup plus normalisé de vraiment faire attention à son style de vie, avoir suffisamment de sommeil, boire moins d'alcool, pas fumer, tu vas vraiment être au top de sa forme pour être au meilleur niveau. Mm. Et les gens se blessent quand même, c'est bizarre, hein. Et en fait, Ouais. c'est que au sport de haut niveau, pour être à ce niveau-là, tu es toujours en train de flirter avec la limite pour la dépasser et la faire remonter. Tu Mm. vois, nous, à notre niveau, on va pas trop se mettre proche de la limite tout le temps parce que c'est risqué, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'est pas suivi et tout ça. Donc, même nous, au niveau rééducation, on peut pas, on a du mal à être si proche de la limite pour pouvoir la repousser et la refaire monter. Mais dans l'idée, c'est ça qu'on aimerait être. Et au niveau professionnel, ils le sont. Mais du coup, forcément, tu as un petit truc qui va de travers et ça y est, tu as dépassé Ouais. la limite. Et là, la blessure, elle arrive vite. À ce niveau-là, tout est tellement intense que un tout petit écart et ça y est, il y a un truc qui pète. Bah, c'est ça, ouais, c'est l'intensité qui joue. Moi, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti avec mon ménisque. J'étais dans un moment où, je sais pas, j'avais envie d'y aller à fond. Mm. Mais c'était sur un déplacement tout bête en plus, hein. C'est juste, je voulais me déplacer de gauche à droite. J'ai forcé sur mon genou
d'une manière que j'avais jamais fait avant, et j'ai entendu directement le crack, et là j'ai fait bon bah je pense que le ménisque c'est parti. Donc oui, non, c'est sûr que c'est une question d'intensité, je pense. Et c'est ça qui fait entre guillemets peur. Moi je me dis bah là je suis en train de faire ma rééducation, etc. J'ai eu de la chance, j'ai été pris en charge quand même assez vite. Je me suis blessé fin janvier, j'ai fait mon opération fin mars. Ok. Le chirurgien, d'après ce qu'il me dit, lui, il pense que je pourrais reprendre déjà fin mai. Donc, bon, il y aura toute la rééducation, la cicatrisation, etc., que je devrais prendre en compte. Je vais reprendre progressivement. Mais je me dis, même si je reviens au top de ma forme, c'était juste sur un déplacement de gauche à droite. Ça, je vais en faire tous les jours dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai l'occasion de me blesser tous les jours aussi au ménisque. Ça fait peur. Ouais. Après, effectivement, il y a ça, il y a toute l'intensité que tu avais mis dessus. Tu vois, souvent, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des fois, c'est des choses bêtes. Hein. Tu as quelqu'un qui va faire enchaîner 3 matchs dans la semaine parce qu'il a remplacé pour plein d'équipes et tout. Les matchs impeccables. Et un jour, il s'est baissé pour faire ses lacets. Ah, son dos, il lâche. Comme ça, bah, quand même, c'est pas les lacets qui sont dangereux. C'est juste que c'est le moment où la structure l'a dit, ah, ça fait trop, je peux plus gérer, Ouais. ça lâche, il y a un truc qui pète. Et du coup, c'est difficile parce que souvent, c'est des gens qui étaient plutôt sportifs, qui le mouvement c'était normal. Et parce qu'il y a eu ce petit truc tout bête, on se dit mais c'est fou quand même que je me sois fait mal là-dessus. Ah, du coup, on arrête tout ce qui est un peu plus difficile que la chose qui nous a blessés. Ah, surtout on ne le fait pas. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas ce geste-là qui a été mauvais. C'est pas cet appui-là qui était mauvais. Peut-être le fait que tu es forcé différemment, ça a mis des contraintes un peu inhabituelles sur le ménisque et c'est ça qu'il a pas aimé. Mais généralement, on peut reprendre assez bien avec de la rééducation. Après, il faut voir avec ce qu'ils t'ont dit au niveau de la chirurgie et tout. Mais c'est rare que ce soit le mouvement euh, si problématique. Souvent, le mouvement, s'il est problématique, c'est qu'en fait, il n'est pas normal et on l'a fait parce qu'on n'était pas dans nos conditions normales. Un des mouvements pas sympas et des blessures pas sympas qu'on a, aussi au niveau du genou, c'est le ligament croisé aussi. On peut se Ouais. faire un petit combo aussi, ligament croisé et ménisque, c'est sympa. Et ça arrive souvent, on le voit quand on l'apprend en cours, avec le genou, il rentre un peu vers l'intérieur, il tombe et tout, c'est un axe très particulier. Mais ça, on se dit, mais pourquoi est-ce que le genou, il ferait ça quand on est en train de courir ou même changer de direction et tout? En fait, d'un mouvement, avec la fatigue et tout désorganisé, un peu le chaos sur le terrain, bah, ça peut arriver, et même au volley, hein, ça peut arriver, les ménisques. C'est plus rare quand même, c'est plus des sports. Les ligaments croisés, tu veux dire? Ouais. Ouais. Ouais, Bah c'est oui, pas... c'est sûr. J'en ai. Alors, s'il y a un cas de ligament croisé que j'ai connu, j'ai pas vu. Mais sinon, non, nous, c'est plus le ménisque. Là, on en a eu trois, entre guillemets, dans Ouais. l'équipe. Du coup, moi qui me suis fait opérer, un deuxième, et notre capitaine aussi qui avait une suspicion de lésion. Ok. Du coup, ouais, non, le ménisque, ça c'est beaucoup touché au volet, je pense, avec les impacts au niveau du saut, les déplacements. Ouais, il y a impact et rotation aussi. Le Ouais. ménisque, souvent, un des tests qu'on fait pour savoir si le ménisque, en tout cas en kiné, on pourrait détecter s'il est touché, c'est des tests, on fait des rotations sur le genou, mais tu as raison, en appui. Le genou il est en appui et on lui fait la rotation et généralement ça déclenche quand le ménisque il va pas bien. Ouais. Et ouais, donc au volet, pareil, des rotations, t'en as tout le temps, des changements de direction de tous les côtés et tout. Ouais. Ah, c'est ça, on fait beaucoup de déplacements en arc de cercle, et ça, je pense que ça demande déjà d'exercer de la force, Mm. d'être en appui, de décaler aussi un petit peu, c'est vrai, le corps en rotation autour du genou. Enfin, je vois un petit peu comment ça marche, mais oui, effectivement, le ménisque. En tout cas, moi, ça m'a fait peur. Je pense que je vais pouvoir reprendre, mais je me dis, il doit y exister des blessures aussi qui arrivent entre guillemets bêtement, comme l'épaule. L'épaule, on se dit, bon, enfin, quand on voit tous les gens au volet qui lâchent, etc., on se dit, bon, bah, ça veut dire que le corps tient, mais n'empêche qu'on doit mettre quand même une sacrée force dans cette épaule Mm. pour la laisser partir, pour l'impact avec le ballon, même si le ballon il est léger au final. Ouais. Le fait de taper tout le temps dedans, ça met quand même une certaine force. Ouais, carrément. L'épaule, c'est une des articulations du corps la plus mobile. Tu vois, ton doigt, il peut se plier comme ça, mais tu vas pas pouvoir le plier dans d'autres directions, ça marche pas trop. L'épaule, ça peut aller dans toutes les directions, ça fait des rotations et tout. On peut faire des choses vraiment incroyables avec l'épaule. C'est ça qui nous permet de frapper dans n'importe quelle position. Mm. Et du coup, on lui met, alors certes, pas beaucoup de poids. La balle, elle est léger.
Par contre, on lui met de la vitesse, on va lui chercher dans des mouvements avec de l'amplitude et tout. Un peu, on descend juste sur l'armée du bras. Quand tu regardes ce que l'épaule, elle doit faire sur l'armée du bras, c'est quand même pas mal. Et ouais, il y a cette vitesse et le nombre de répétitions. Parce que mine de rien, sur un match normal, tu vas quand même frapper pas mal de fois la balle. Ça dépend de ton poste. Hein. Le mien, par exemple, un peu moins. Mais donc, ouais, l'épaule, c'est plus rare que ce soit des blessures type traumatique, à moins que tu aies une chute, une collision, un truc comme ça, où vraiment ton bras il soit parti très fort. C'est plus le genre de douleur qui vient avec le temps et c'est une surutilisation. Après, le diagnostic qui peut être différent un petit peu en fonction des profils. Souvent, on a une instabilité d'épaule, justement parce que l'épaule, c'est juste, là, t'as ton bras et ça, c'est, on va dire ton corps. Et bien du coup, l'épaule, elle peut bouger beaucoup, mais dans tous les sens. Et si ça, il y a de trop, ben, t'es en train d'appuyer sur deux structures qui sont, elles, en train de te faire mal. Ça, c'est l'instabilité de l'épaule. Et ça, c'est assez fréquent au volley. Je suis des profils jeunes, un peu souples et tout, qui tapent. Ça arrive. Mais du coup, est-ce que renforcer juste la structure musculaire autour de l'épaule, ça permet de, entre guillemets, la stabiliser ou pas? Parce que nous, on a besoin de vitesse. Si c'est trop imposant, est-ce que ça va gêner le sportif? Alors, du coup, c'est rare qu'après une rééducation, les gens ils ressortent bodybuilder. C'est sûr. T'as gagné un peu de force après du volume musculaire. Franchement, si tu gagnes ça, t'es chaud. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. T'as raison que si on travaille les muscles, on va être en train de stabiliser l'épaule. Du coup, ce mouvement-là, s'il y a des muscles un petit peu de tous les côtés qui sont plus forts, plus massifs, peut-être plus costauds, ça va renforcer. Mais si juste ils sont là, mais qu'ils s'activent pas au bon moment, bah ton épaule, elle va quand même bouger. Même si t'as un muscle très fort et qu'il est décontracté, bah, le mouvement, il va se faire quand même. Et ça, on veut pas. Donc, c'est pas qu'une question de force. Souvent, c'est pas exactement la force. Tu vois, mon patient qui a une instabilité en ce moment, franchement, il a de la force. Ça devrait pas être ça le problème. Par contre, son épaule, elle n'arrive pas à mettre la force au bon moment, au bon endroit. Et du coup, pendant que son épaule, elle part dans cette direction, les muscles qui devraient protéger devant, eux, ils sont tout détendus. Du coup, l'épaule, elle y va. Elle est en train d'appuyer sur les autres structures de l'épaule. Donc, il faut que les muscles soient certes forts, endurants aussi avec le nombre de répétitions que tu fais, mais réactifs pour aller bloquer l'épaule comme il le faut. Enfin, peut-être pas bloquer, mais maintenir en tout cas. Et après, ce qui fait mal, c'est pas les muscles en soi. Du coup, on rééduque les muscles pour stabiliser l'épaule. Et ce qui fait mal, c'est toutes les structures qui, elles, ont été trop étirées. Et ça, c'est pas très agréable. Et ces structures-là qui font mal, on pourrait dire qu'elles sont un petit peu blessées, mais elles sont en train de récupérer aussi. Le corps humain, contrairement à une voiture, parce qu'on fait beaucoup d'analogies avec la voiture en rééducation, bah, c'est pas quelque chose où tu vas enlever une pièce et rajouter une nouvelle. La plupart des pièces de notre corps, elles vont se réparer toutes seules. Et donc là, ces parties de ton corps, de ton épaule, dans l'exemple qu'on prend, qui sont un petit peu blessées parce qu'elles ont été trop étirées, elles vont pouvoir se réparer toutes seules parce que justement ta récupération elle est bonne, parce qu'on est en train de remobiliser l'épaule et de lui dire non, on veut pas juste que la capsule articulaire elle soit un peu souple et un peu forte, on veut qu'elle soit capable d'être étirée beaucoup, très vite, dans telle amplitude. Et la rééducation, c'est ça aussi. C'est arriver à remettre le corps et les structures qu'on veut adapter dans les contraintes qu'on veut récupérer. Donc, si on veut refaire du volley, il va falloir retravailler l'armée, le bloc, enfin, tout ce que ton épaule elle a besoin. Et à la fin, quand tout ça, ça passe, on est au top. Ok. Et du coup, ça, est-ce que c'est possible de travailler tout seul ou pas? Parce que je pense qu'il y en a qui vont... Enfin, moi, il y en a qui m'ont posé la question sur leur épaule, etc. Du coup, si ça se trouve, c'est quelque chose qui répond à leur questionnement. Mais est-ce que tu vois ce truc-là de recruter le muscle au bon moment, comment en fait on peut le cibler Ouais, c'est vrai que quand j'en parle, on dirait un petit peu un mécano qui dit ah c'est telle pièce d'un nom un peu mystérieux qu'il faut bouger et tout. En vrai, on peut pas être aussi précis que ça. Il y a plein de muscles, plein de tendons dans l'épaule, enfin plein, quelques-uns quand même. Et si je te demande d'activer que ton supraépineux, ça va être costaud quand même. Mais même moi, je suis pas capable de te dire comment tu peux l'activer. En vrai, on n'arrivera jamais à l'isoler. On a un petit peu ça à la muscu aussi, où les gens sont là, je vais isoler la partie médiale de mon quadriceps et tout. Bon, c'est chaud quand même, on n'est pas capable de faire ça. Tu peux faire en sorte que ce soit
le groupe musculaire majoritaire qui va travailler, mais tu auras souvent les autres parties qui travaillent aussi. Et donc là, en kiné, c'est pareil. C'est pas grave si on n'est pas précis. Tant que la partie qu'on veut, elle travaille et qu'elle commence à faire son job, bah en fait, ça passe. Et en vrai, même moi, je vais pas être là à regarder si les fibres musculaires sont en train de se contracter dans l'épaule. C'est toute une question de ressenti. Est-ce que les douleurs qu'on ressentait avant, parce que l'épaule, elle pousse en avant, puis il y a de l'appréhension et tout, si ça, c'est en train de partir après avoir chauffé le muscle, fait les exercices, ok, on est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la modification de symptômes. Il y a des symptômes, je sais pas, souvent le truc pour les instabilités d'épaule, c'est on teste en arrière, là les gens ils disent oh non, non, faut arrêter, ça fait trop mal, on n'insiste pas trop. Ensuite, on travaille, je sais pas, les rotateurs internes, on fait des pompes. En fait, on va travailler les muscles qui sont un petit peu sur le devant pour remettre de la tension un petit peu dedans. On réessaye le mouvement. Ah ouais, c'est mieux. Puis les gens ils commencent à aller loin, à retrouver leur amplitude. Bon, bah, ça y est, on a trouvé le groupe musculaire qu'il faut travailler. Mais j'ai bien dit le groupe musculaire. On a des idées un petit peu, les pecs qui travaillent, le subscapulaire, ce que tu veux. Mais en vérité, je pourrais pas te dire lequel va travailler. Et ça, en plus, c'est dépendant de chaque jambe. On n'a pas tous exactement les mêmes insertions musculaires. Il y a même des muscles que peut-être moi j'ai et toi t'as pas. Bon, des points, c'est pas important. Donc, on peut pas être aussi précis que ça. Et du coup, ouais, ça peut se faire parce qu'on n'est pas sur le domaine de précision chirurgicale, on est plus sur une question de ressenti. Et en vrai, moi, je pourrais jamais ressentir pour quelqu'un d'autre. Hein. Ce sera toujours le patient qui va me dire « Ah ouais, j'ai mal, ah ouais, j'ai moins mal. » Et c'est ça qui fait le travail. Ok, ça marche. Mais du coup, est-ce que, tu vois, si t'implémentes, par exemple, tu vois, j'ai une douleur à l'épaule, est-ce qu'il y a une routine particulière qui pourrait, du coup, chauffer, entre guillemets, un petit peu tous ces groupes musculaires-là, qui me permettrait d'avoir un peu moins mal à l'épaule ou pas? Carrément. Ça dépend dans quel contexte. Si t'as pas mal du tout, c'est difficile d'imaginer qu'est-ce que ce serait ton point faible, là où tu risques de te faire la douleur. Faudrait tester un petit peu. Sinon, ouais, dans les cas d'instabilité d'épaule, bah effectivement, si on a trouvé que faire des pompes et chauffer les pecs, ça fait que tu as moins mal et que tu es plus instable, clairement, à chaque échauffement, on va passer par des pompes ou n'importe quel autre mouvement. Et après, il y a une question de trouver le bon dosage, le bon moment pour le faire. Le patient que j'ai en ce moment, c'est un peu plus complexe. Lui, c'est dans plein de directions qu'il faut travailler. Donc, il a un échauffement un peu c'est long. Ouais, mais du coup, quand il fait ça, bah après, il est bien, tu vois. Et là, ça y est, il peut refaire ses matchs, il peut rebloquer parce que c'était le bloc pour lui le problème. Et s'il fait pas ça, ça fait trop mal. Et c'est pas une question de chauffer. Il n'y a pas besoin que ce soit chaud, il y a besoin que ce soit actif et réactif. Et du coup, quand il refait ses mouvements, bam, les muscles qui se contractent exactement au bon moment. Faut retrouver ce mode d'action. Comme si tes muscles s'étaient un petit peu endormis au début. Ok, ça marche. Et comment est-ce que pour toi les étirements du coup c'est important aussi à intégrer dans un échauffement ou pas? Parce que quand on va parler d'instabilité, du coup j'imagine que l'amplitude ça vient aussi du fait que le muscle il peut s'étirer ou pas. Donc Ouais. est-ce que ça fait partie des prérequis ou pas pour éviter une instabilité par exemple de l'épaule ou quoi? Alors, si tu as une instabilité d'épaule, a priori, la problématique, c'est pas que tu es spécialement raide, c'est déjà que ton épaule, elle bouge beaucoup. Donc, je dirais pour les étirements, c'est vachement complexe. En vrai, il y a beaucoup de contradictions, on va entendre de tous les côtés. Il faut savoir un petit peu pourquoi on les fait. Si on prend le cas d'une blessure, bah, ça va dépendre. Est-ce que la blessure, elle est plutôt là parce qu'il y a eu une raideur et que le corps, il n'arrivait pas bien à aller chercher l'amplitude et du coup, à force d'aller la chercher, c'est ça qui a fait mal? Est-ce qu'il n'y a pas de raideur, mais justement, le bras, il va tellement loin et les muscles, ils sont pas habitués à gérer là-bas que l'épaule, elle bouge n'importe comment. Dans ce cas-là, on va pas étirer pour gagner en souplesse. On va les travailler avec des étirements, mais en fait, on va mettre des contractions musculaires dedans. Donc, mon patient qui fait du volet en ce moment, qui a son instabilité, lui, c'est au bloc. Bah, on travaille dans sa fin d'amplitude, donc on pourrait dire que c'est un étirement, mais c'est pas l'étirement qu'on cherche. Par contre, on va aller lui mettre des contractions dedans. Et donc, dans son échauffement, il va aussi avoir une routine d'étirement, mais c'est pas juste quelque chose de passif où il se met contre un mur ou contre un poteau et il tire dessus. Ça va pas lui être utile. Il se met contre le poteau, il tire dessus et ensuite il appuie. Et il appuie de toutes ses forces. Et puis il appuie avec de la vitesse. Il fait ça avec un ballon et il frappe. Et tu vois, tu rajoutes d'autres contraintes, de la force, de la vitesse, des trucs instables et tout ce genre de choses. Ok, ça marche. Bah oui, non, c'est sûr que c'est hyper important d'avoir de la force même en amplitude. J'avais vu des vidéos passer là-dessus, mais en fait, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire. Tu te dis que le corps, Ouais, en vrai, si tu devais... il peut faire plein de trucs, Ouais. mais en même temps, de quoi on a réellement besoin, mais genre, c'est tout ça, c'est super compliqué à s'imaginer. Enfin, moi, tu vois, par exemple, en tant que volleyeur, je me dis, bah, si j'ai plus de souplesse, ça veut dire plus d'amplitude, ça veut dire plus de vitesse,
plus de vitesse, c'est-à-dire je frappe ma balle plus fort ou j'accède à plus d'explosivité. Ouais. Ouais, Mais, dans l'idée, ouais. mais travailler ça, je pense que c'est assez complexe parce que je pense que pas tout le monde, entre guillemets, enfin, c'est pas quelque chose de général. Ça dépendra forcément de ton corps. Il doit y Ouais. avoir des manières de le faire. Euh, tout ce travail-là, je pense il est assez complexe. Mais il reste hyper intéressant. Mais c'est vrai que, bah, du coup, pour des gens qui sont juste sportifs, devoir s'intéresser à tout ça en même temps. Ouais, c'est complexe, hein. En Mm. vrai, c'est comme tu vas être vraiment bon à ton niveau, au bout d'un moment, il te faut une prépa physique. Tu vas être vraiment bon dans ta prévention de blessure ou la reprise après une blessure. Bah, pareil, le mieux, c'est de te faire accompagner. Certainement, de toi-même, avec tes connaissances, tu arriveras un peu à sentir ce que tu dois faire ou pas, même des fois on se plante. Mais quand tu vas aller plus loin ou plus vite ou vraiment aller chercher ce détail qui te manque, bah, le fait d'avoir un regard extérieur, en vrai, ça aide, hein. Mais même moi, hein, quand je me suis blessée, je me suis pas fait la meilleure éducation du monde. Pourtant, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Mais on est super biaisés nous-mêmes. Des fois, on se croit un peu au-dessus de nos capacités. Tout. Enfin, vraiment, le mieux, c'est quelqu'un qui a un regard objectif, qui a l'habitude de faire ça, qui a pas des biais que nous, là, on va avoir. On va avoir plein de biais, ça va pas très bien Mm. marcher. Non, mais c'est sûr. Bah, après, ça, c'est. Parce que tu racontes là, moi, je peux faire le parallèle aussi en tant qu'entraîneur de volley. Carrément. Quand je vois tous les jeunes qui me disent ah ouais, bah, si je veux être meilleur, faut que je tape plus fort. Bah, non, tu dois juste mettre plus de points. Tu as plein d'autres manières de mettre plus de points quand tu tapant plus fort. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Mais après, c'est sûr que bah, quand aussi on a autant d'informations que ça, comme moi, là, je t'ai parlé des vidéos, je me suis dit, ah, si je suis plus souple, bah, je serai meilleur. Oui, et en même temps, non, parce qu'il y a tellement de trucs d'autres à côté sur lesquels je peux travailler. Avec toutes les informations qu'on a, on a l'impression de tout savoir, et en même temps, c'est tellement peu de choses euh, de vraiment, comment, de vraiment important pour nous. Parce que là, tu vois, par exemple, tu me regardes, demain, tu regardes comment je fais du volley, etc. Si se trouve, tu vas me dire, bah, fais attention, parce que là, tu manques de force ici. Alors que moi, j'aurais l'impression, tu vois, de manquer de souplesse, etc. Enfin, on manque, oui, beaucoup de regards extérieurs assez régulièrement. Ouais, carrément. En vrai, ce qui est intéressant, là, la volleyeuse que je suis, elle se filme tout le temps, elle poste sur Mm. Insta et tout, et c'est trop bien. Elle m'envoie les vidéos de l'entraînement qu'elle a fait, tel type d'attaque, tous les exos que j'ai dit de faire en échauffement, elle me montre aussi. Et en vrai, c'est trop cool d'avoir ces informations-là. Et maintenant, on est tellement à l'aise avec le téléphone, tu le poses dans un coin, tout le monde s'en fout d'être filmé et tout ça, en tout cas en Mm. majorité. Et du coup, même sur un match, toi, je pense que niveau stratégie, qui s'est déplacé à quel moment, comment vous avez lu le jeu à l'adversaire, c'est trop intéressant. Sur les derniers matchs que je faisais, on filmait les matchs. Et quand tu te regardes, des fois, tu te dis, ah ouais, quand même, ça me ressemble quand j'attaque, mais pourquoi je me suis mis là en fait, tu te rends compte que ta vision à toi, elle n'est pas vraiment réaliste par rapport à ce qui se Mm. passe sur le terrain. Et du coup, ouais, niveau kiné, on a un peu les mêmes problématiques aussi. Bah oui, non, c'est sûr. J'avais aussi, parce que j'ai demandé du coup à des gens de mon club s'ils avaient des questions, etc. Ouais, Il trop y a bien. pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient des petites douleurs au niveau du dos. Ouais, Euh, et ça, c'est vrai que ça arrive pas mal au volet. Alors moi, je te dis mon diagnostic en tant qu'entraîneur. ok. Très régulièrement, les gens préfèrent faire des mouvements de l'arrière vers l'avant avec leur dos plutôt que des mouvements de rotation. Ok. Et je suppose, moi, que la contrainte sur le dos, elle est beaucoup plus importante quand on fait un mouvement arrière vers l'avant plutôt qu'un mouvement de rotation. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et Hum, après, comment on peut régler ça? quand tu dis qu'ils font plus de mouvements d'avant en arrière, c'est pour aller mieux ou sur Non, l'entraînement sur leur contact avec la balle, etc. Par exemple, tu vois, quand ils vont vouloir attaquer, bah, au lieu d'attaquer, enfin, quand ils attaquent, là, le corps, il se penche vers l'arrière, et paf, il va chercher vers Ouais. l'avant. Comme ça, Ouais, pas en ouais, ouverture. pas en ouverture-fermeture. Ok, ok. Ouais, en fait, quand tu regardes ceux qui attaquent très bien, qui ont une détente, qui volent en l'air, qui ont le temps de se placer et tout, bah il y a tout, il y a les deux. Il y a à la fois cette ouverture, et je pense que c'est sur la rotation qu'on arrive à mettre le plus de force dans l'épaule. Mm. Mais il y a aussi un petit peu d'extension. Tu vois, il y en a, ils arrivent avec les talons à l'arrière de la tête. Il y a une petite partie d'extension. L'extension, ça va être quand on va vers l'arrière.
Et du coup, le moment où tu es en contact avec la balle, bah, tu refermes tout, tu te remets en avant, et c'est là que tu engages la rotation aussi. Donc, normalement, tu devrais avoir les deux. Après, je pense que ça dépend un peu des gens, mais je suis d'accord avec toi. Globalement, les gens ont souvent pas assez de rotation parce que dans notre vie de tous les jours, on fait beaucoup de mouvements en avant, en arrière, et on fait pas forcément beaucoup de rotation avec le dos. Et du coup, c'est beaucoup plus logique pour nous de faire quelque chose qu'on a déjà l'habitude de faire, donc le devant-derrière. Là, on peut arriver un peu à un paradoxe. On peut se dire, bah, du coup, c'est peut-être déjà des mouvements qu'on fait trop. Des gens font déjà peut-être trop de mouvements en avant, se pencher en avant, être assis, on est penché en avant. Toutes ces positions-là, bah, ça fait quand même une sacrée quantité et on ne fait pas beaucoup de fois pencher en arrière. Sauf qu'au volley, quand tu veux attaquer, effectivement, il faut que tu ailles armé un petit peu en arrière. Du coup, les gens se mettent à faire des mouvements en arrière que leur dos, il a jamais l'habitude de faire. En fait, leur dos, il n'est pas préparé pour ça. Et donc, pour eux, soit ce serait, il faut travailler les extensions et se renforcer là-dedans, comme ça, ils ont plus mal. Ça ne devient pas quelque chose de trop dur pour eux, ça devient quelque chose qui est à leur niveau. Soit on peut se poser la question de la technique de, bon, finalement, on va pas s'embêter avec le fait d'aller en arrière. De toute façon, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Par contre, on va aller chercher des rotations. Mais là, pareil, si on va chercher des rotations, c'est peut-être pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire non plus et on risque de se retrouver de nouveau avec une difficulté. Donc, il faudrait peut-être choisir un peu entre les deux. Ou faire un peu les deux en même temps. On peut travailler très bien l'extension et la rotation aussi. Je pense que c'est pas aussi simple que ça doit dépendre un peu des profils, mais je comprends ce que tu veux dire. Au club, je vois plutôt ça aussi. On s'embête pas à aller chercher loin, juste un petit peu avant-arrière et pas spécialement de rotation. De manière générale, dans les problématiques de dos qu'on voit, les gens tolèrent très peu l'extension. Et sauf qu'au volley, t'es tout le temps la tête en haut, le dos cambré, et quand il s'agit d'attaquer, pareil. Et du coup, si ton dos il n'a pas l'habitude de faire ça, bah, c'est là qu'il fait mal. Donc généralement, dans la majorité des problèmes du dos, et c'est pas que au niveau du volley, c'est un peu global aussi, bah, on va travailler l'extension, à la fois pour retrouver un peu la mobilité et pour se renforcer un petit peu là-dedans. Donc on arrive sur des trucs où on fait un petit peu de force. Ok. Du coup, ça, par exemple, c'est du renforcement, genre par exemple la position du cobra, on va l'exécuter plusieurs fois ou Ouais, alors je sais pas si je Bon, après, là, dirais je que le viens cobra, juste ça de va être du penser. renforcement, mais en tout cas pour travailler la mobilité, généralement, ouais, carrément, on commence par ça. Et une fois que la mobilité c'est plutôt bien, bah on va plutôt arriver sur du soulevé de terre, Jefferson curl, après tout ce qui est épaulé et tout, les cleans. Il y a plein de mouvements qu'on peut faire, mais on va commencer à y mettre du poids, de la force, de la vitesse. Ok. Et ça m'arrive de faire aussi des soulevés de terre, mais on va aussi rajouter des rotations. Après, il y a Ok. des exercices style Superman, peut-être, tu as un appui sur le ventre et tu décolles tout, les bras et les jambes. Et ça, j'ai pas trop de profil avec des sports de lancer pour des gens qui ont mal au dos en ce moment. Mais quand j'en ai, je leur fais faire pas juste en extension, mais extension, rotation, comme s'ils allaient attaquer le sol. Et donc là, on retravaille les deux, c'est parfait. Ouais. Donc c'est des exercices qui marchent bien, ça. Ok, ça marche. Alors, là, je viens de voir qu'il nous reste 14 minutes avant la fin. Il nous reste une ou deux questions. Après, du coup, comme je t'avais dit, on pourra faire une deuxième partie. Ouais, bien sûr, pas de souci. On n'a pas du tout fait toutes les questions qu'on avait notées. mais on a déjà parlé de pas mal de trucs. C'était très, très bien. Et du coup, dans les douleurs aussi, on avait celle qui concernait le genou. Du coup, au niveau des sauts, toi, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces douleurs? Qu'est-ce que aussi tu recommandes? Ouais, le volley, en tout cas quand on est sur des sports où on va beaucoup sauter, souvent il y a une question de tolérance à la contrainte. Et donc là, la contrainte, c'est le saut, à la fois le fait de développer la puissance pour pouvoir décoller ses pieds du sol, et l'atterrissage. Parce que des fois, il y a des gens qui sautent super haut et ça atterrit un petit peu lourdement. Alors, souvent, ce genre de douleur, ça peut s'appeler les jumpers knee aussi. Donc, les genoux des sauteurs, on va dire. En français, un peu moins stylé, mais... Un peu moins stylé. Ça arrive quand il y a un décalage entre les capacités des tendons, souvent c'est les tendons qui font mal, et ce qu'on leur fait vraiment. Donc si ta limite elle est là et que tu lui demandes ça, il y a un petit décalage entre les deux et là les douleurs vont arriver. Et souvent c'est des douleurs qui mettent du temps à arriver, tu vas pas forcément les avoir d'un coup. Tu vois, c'est pas comme le ménisque que tu as senti bam sur un appui, il y a quelque chose qui va pas.
c'est à force d'entraînement, à force de saut et de réception que la douleur, elle va arriver. Et ça met du temps ensuite à partir parce que le tendon, il met un petit peu de temps à se réadapter. Comme je disais, le tendon par rapport à notre steak, c'est le petit bout blanc caoutchouteux. Et ce petit bout blanc caoutchouteux, il n'est pas très bien vascularisé. Et la vascularisation, c'est assez important dans la récupération d'une structure pour qu'elle récupère ses capacités de force, d'endurance et qu'elle arrive à remettre ses fibres comme il faut. Plus la partie blessée et vascularisée, plus il va y avoir de nutriments, donc avec tout ce qu'il faut pour la réparer, qui vont arriver. Et donc, le muscle, c'est vraiment enseignant. T'as des courbatures pendant 3-4 jours si tu fais quelque chose de dur. Et ça y est, il a récupéré. Lui, il va pas t'en vouloir si t'en fais trop. Par contre, ton tendon, lui, au fur et à mesure, il va avoir un petit retard au niveau de sa réparation, sa récupération. Et puis, quand le retard va s'accumuler, il va dire, bon, bah, là, faut qu'on arrête un petit peu. Et là, la douleur, elle va commencer à arriver. Et dans une des choses qu'on fait en rééducation, c'est qu'on va faire en sorte de vasculariser beaucoup le tendon, mais de nature, elle n'est pas très vascularisée. Ce qu'on fait, c'est qu'à force de contracter le muscle il va en donner un petit peu au tendon, le tendon va se vasculariser, et généralement, ça produit un petit peu cet effet de les premiers sauts à froid, c'est pas sympa, puis une fois qu'on a chauffé un petit peu, après c'est mieux, et on peut faire le reste sans être trop dérangé. Okay. C'est ça qui se passe. On a chauffé, on a vascularisé un petit peu, et d'un coup, le tendon, il est dans de meilleures conditions pour faire l'effort. Du coup, parce qu'on est bien, des fois, on continue à en faire trop et ça entretient un petit peu le cercle vicieux. On finit par dépasser un petit peu les limites. La douleur, elle continue d'un jour après l'autre. Donc, c'est des pathologies qui mettent un peu de temps à se rééduquer, mais ça se rééduque bien. Quand on sait le diagnostic, on sait ce que c'est, on comprend la cause. Donc, les sauts, par exemple, on peut travailler sur plusieurs choses. Ça peut être, déjà, cet aspect optimiser la récupération du tendon pour qu'il soit vraiment au top. Ça peut être essayer, si possible, de diminuer le nombre de sauts, l'intensité des sauts. Ça peut être une question de technique aussi. Peut-être que la personne, elle a un saut très, on va dire, tendineux, en gros, élastique. C'est un peu plus technique, mais on peut sauter en utilisant plus l'aspect ressort de nos tendons. Ou alors, on peut utiliser avec le fait de descendre un peu plus bas et d'utiliser les muscles pour pousser plus. C'est des gens qui vont sauter soit en étant les jambes très tendues, ça rebondit, soit en prenant plus d'impulsion et en poussant plus avec les muscles. Donc peut-être en changeant ce genre de choses aussi, on pourrait délester un petit peu le tendon sur les sauts et les réceptions. Du coup, il y a la réception aussi qu'on peut travailler, une question technique de dans quelle position il est les genoux. Est-ce qu'il y a plus un genou qui gère cette impulsion et qui gère cette réception? C'est des choses qui peuvent se travailler. Ça, c'est pas évident. C'est des choses qui sont intéressantes de voir pendant un match, pendant un entraînement, ou alors avec des vidéos, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit peu ça, ce genre de problématique. Ok. Moi, je sais que quand j'avais eu ce genre de problème tendineux, les exercices que je faisais, souvent, c'était des exercices plutôt lents, avec une charge faible. Du coup, le but, c'était de faire le mouvement en 3 secondes, en excentrique et en concentrique. Du coup, pour ceux qui savent pas, c'est le fait d'étirer ou pas son muscle. Du coup, ces mouvements-là, pendant 3 secondes, en gros, avec aussi un arrêt, du coup, en isométrique. Ouais. Et du coup, en fait, genre, plus c'est lent, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le visionne en tant que non professionnel. Plus c'est lent, plus, du coup, la contrainte sur le tendon, elle va être forte, parce que c'est lui qui va devoir peut-être pas exactement forte. Je vais t'expliquer un peu, c'est un peu plus complexe que ça, ce qui se passe dans le tendon, mais en gros, si imaginons, peu importe le mouvement que tu fais, tu as 2 kilos sur ton pied pendant que tu montes et tu descends la jambe, la charge, elle va être toujours la même. C'est les 2 kilos. Le fait de le faire lentement, ça permet au tendon de répartir le mouvement sur toutes les fibres. Des fois, si tu vas trop vite dans le mouvement, la répartition de la contrainte, elle va se faire que par certains et pas d'autres. Tu vois, si le jeu, au niveau du volley, il se passe un peu trop vite, tu as les meilleurs joueurs qui vont toucher la balle tout le temps, et les un peu moins bons, ils la touchent pas du tout. Nous, on veut que même les moins bons aillent toucher un petit peu la balle. Donc, même les fibres un petit peu moins fortes, qu'elles aussi, elles participent au mouvement. Et pour ça, on ralentit, on se laisse le temps. Aussi parce que souvent, ce qui fait mal dans le tendon, c'est des choses rapides. Dès qu'on met de la vitesse, là, le tendon, il fait mal. Et donc, on réenchérit un petit peu sur la douleur, quelque chose qu'on veut éviter. Donc, pour la douleur, pour laisser le temps aux fibres de bien s'étirer. Et le tendon, il n'y a pas beaucoup de sang, mais il y a un petit peu d'eau. Et nous, on veut que le tendon il retrouve une forme un peu plus souple.
c'est plus facile de répartir les contraintes. Imaginons, tu es dans une baignoire et tu glisses ta main tout doucement dans l'eau. Bah, tu n'as pas de résistance et l'eau, elle se répartit un petit peu partout. Donc, nous, la contrainte, elle se répartit partout. Si maintenant, tu essaies d'aller vite ta main dans l'eau, là, tu vas en foutre partout et tu vas sentir une grosse résistance dans ta main. Et ben, c'est ce qui se passe quand on fait quelque chose de rapide au niveau de notre tendon. Il se tend, ça crée une sorte de complexe vraiment dur qui fait que tu peux être élastique quand tu as besoin de sauter. Mais dans notre éducation, on veut plutôt répartir les charges et faire quelque chose de plus doux et de moins augmenter la pression dans ton tendon parce que ça aussi, ça peut faire mal s'il est un peu inflammé. Et donc, c'est pour ça qu'on fait les mouvements lentement. Donc, c'est un peu plus complexe qu'une question de répartition de charge et tout ça, mais dans l'idée, on n'est pas si loin. Tu vois, c'est ce qui se passe vraiment dans le tendon. Ok, ça marche. Ok. Bah écoute, en vrai, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour l'épisode 1 en tout cas. Si jamais il y a un épisode 2, bah, du coup, je pense qu'on pourra en faire un dans les jours à venir. En tout cas, je pense que c'était pas mal intéressant, surtout au niveau épaules, genoux, dos. Tu vois, on a répondu, je pense, à pas mal d'interrogations sur les causes, comment régler tout ça. Du coup, vu que le format, je pense qu'on va le poster directement sur YouTube. Si jamais il y a des gens qui sont allés jusqu'ici, n'hésitez pas à nous dire déjà ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions aussi, posez-les directement en commentaire. Comme ça, peut-être qu'on pourra y répondre déjà dans nos vidéos respectives. Sur Instagram, du coup, toi, c'est Julie Kiné. C'est tout. Julie Kiné. Julie.Kiné, je crois. Ouais, il y a peut-être un point. Il y a peut-être un point. Et moi, c'est Bi comme volet. Du coup, on pourra y répondre sur nos vidéos respectives ou sur des nouvelles vidéos de ce type-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part abonnez-vous et on espère que vous avez pris du plaisir. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire, toi? Non, c'est pas mal comme conclusion. Ça marche. Bon, écoute, Julie, merci beaucoup, en tout cas pour la. Merci à toi. C'était très sympa.